On va évoquer maintenant, dans cette question qui nous taraude et qui nous habite, c'est-à-dire l'usure du soutien à l'Ukraine, on va évoquer un deuxième chapitre, la Slovaquie. On est en Europe, on est à quelques encablures de la France, on est tout près de l'Ukraine, sur un ancien pays de l'Est, comme on disait. Dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, dans la l'OTAN, Slovaquie, dans l'OTAN. capitale Bratislava. Oui. La Slovaquie qui bascule ce week-end avec des élections législatives sur un candidat qui va essayer de constituer une coalition pro-russe. Et quand il parle des Ukrainiens, ce type qui est dans l'Europe, ce chef d'État, pardon pour cette grossièreté, ce chef d'État qui est dans l'Europe. Il n'est pas encore, il a déjà été ministre, mais il n'est pas encore. Ce futur chef d'État européen, on va dire. Premier ministre européen. Faut qu'il arrive à faire une majorité. Oui, voilà, une coalition, ça ne va pas être facile. Apparemment, il est mieux parti. Apparemment, il est mieux parti. Bon, très bien. En tout cas, quand il parle des Ukrainiens, il dit les fascistes. Il dit les fascistes. Ouais. Futur chef d'État peut-être de l'Union européenne. Oui, on parlait du porte-parole du Kremlin qui disait que l'Occident allait se lasser. Il a un petit peu raison, en tout cas quand on regarde le cas de la Slovaquie. Regardez, on rappelle où c'est situé, même si vous l'avez dit, Eric, regardez la Slovaquie qui partage donc un petit bout de ses frontières avec l'Ukraine. Donc elle est en première ligne. Eh bien c'est un pro-russe qui vient de remporter les élections législatives et qui vient d'être nommé Premier ministre. Son nom c'est Robert Fico, il a 59 ans, il a déjà été Premier ministre à 2 reprises. Et ce qui est surtout important pour l'Ukraine, c'est que lui, il a fait toute sa campagne sur un thème principal, c'est l'arrêt du soutien militaire à l'Ukraine. Écoutez, ce qu'il a déclaré notamment lors d'un de ses meetings, c'était le 14 septembre. Écoutez, c'était Robert Fico. Bon cocktail. C'était aussi... Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats devraient mourir de part et d'autre du conflit ? Ils devront de toute façon s'asseoir et trouver un accord. Parce que la Russie ne quittera jamais la Crimée, ni les territoires qu'elle contrôle en Ukraine. Alors à quoi sert ce conflit ? Nous sommes un pays pacifique. Nous n'enverrons pas une seule cartouche en Ukraine. Et nous ferons pression pour que l'Union européenne pèse de tout son poids et soutienne les pourparlers de paix aussi rapidement que possible. C'est un type très particulier, il caresse dans le sens du poil, son électorat. C'est un type qui est maqué avec... affilié aux mafias, aux mafias italiennes même, au pire des mafias italiennes. C'est un type qui a fait assassiner des journalistes. C'est un type qui a un passé qui est plutôt un passif. Il était communiste. Et qui part opportunisme électoral, parce que vous avez eu raison de le dire, il a une frontière commune avec l'Ukraine, il n'a pas du tout envie, il dit à sa population, attention, ils vont vous emmener dans la guerre, et nous, on n'est pas du tout, on n'a rien à partager avec les Ukrainiens, et c'est pour ça que c'est encore une fois un populisme nationaliste qui est, il n'est pas plus pro-russe qu'un autre, mais c'est là où il voit son intérêt. Mais là où vous avez raison, il avait été accusé donc d'utiliser des méthodes mafieuses. Il avait même dû démissionner en 2018. Oui. Voilà. Juste un mot sur cette élection, pourquoi elle est extrêmement importante. Au-delà du résultat, parce que effectivement c'est la proportionnelle, il y aura une coalition, mais c'est ce parti qui est arrivé en tête. C'est dans la guerre informationnelle russe la première victoire. Pourquoi ? Parce que s'il fait près de 24% et ses adversaires 17%, c'est parce que depuis des mois, ce pays est inondé de fake news. Des think tanks ont travaillé sur la population slovaque en considérant que plus de la moitié des Slovaques auraient été soumis à une réécriture de la réalité par les fake news. L'ambassade de Russie à Bratislava est la plus efficace en termes de fake news dans le monde. À tous les niveaux, sur les réseaux sociaux, de la part de personnalités russes. Donc, si vous voulez, qu'est-ce que va faire le Kremlin ? Et on le sait, et ils font ça très bien. Ils vont profiter de chaque scrutin jusqu'au mois de novembre, dans un an, de Trump, pour essayer de faire de la guerre informationnelle, c'est-à-dire modeler l'opinion. On va en parler beaucoup. Dans 13 jours, il y a les élections en Pologne. On va voir ce qui ressort en Pologne. En novembre, normalement, il y a des élections aux Pays-Bas. Il est possible que d'ici février, il y ait des élections en Espagne. Au mois de mars, il va y avoir des élections européennes. Et dans un an, au mois de novembre, il va y avoir des élections aux États-Unis. Eh bien, désormais, le Kremlin
et toutes ces officines visent chaque pays, une cible, des messages, et il se trouve qu'en Slovaquie, ça a parfaitement marché, parce qu'au départ, il n'était absolument pas favori, ce parti, il vient vous l'avez dit, il était communiste, c'est pas du tout un nationaliste classique comme Orbán, il était communiste, il est véreux, en 2018 il a dû démissionner, bon, mais c'est la désinformation sur les réseaux sociaux et dans une partie des élites qui a permis son élection. Alors, uniquement ça. C'est ça qui est important. je vous passe le micro tout de suite. Regardez quand même ce qu'il a dit hier. Donc, jour d'élection en Slovaquie. A priori, il fait le meilleur score. Voilà. Regardez comment ce monsieur, qui pourrait être le prochain Premier ministre de la Slovaquie dans l'Union européenne, parle des Ukrainiens. La guerre en Ukraine n'a pas commencé il y a un an, elle a commencé en 2014, lorsque les fascistes ukrainiens ont commencé à assassiner des Russes sur le territoire ukrainien. Voilà. Là, Niva, clairement, il relaie la propagande de Moscou. Évidemment, en utilisant ces termes-là, c'est clair. Mais il est vrai que cette guerre a commencé en 2014. Oui, On oui. est tous d'accord. Maintenant, c'est ce qu'il dit ensuite qui pose problème. Bon, cet homme, évidemment, est problématique. Mais moi, je serais moins définitive que Renaud, parce qu'il a été élu. Il fait partie de l'Union européenne. Les élections n'ont pas été déclarées fausses et non démocratiques. Bien sûr, non, mais j'explique le scrutin. Donc, le peuple, il ne faut pas mépriser le peuple slovaque et ceux qui ont voté pour cet homme. Je ne crois pas qu'ils sont tous Bien sûr, victimes mais bien sûr que non. de quoi que ce soit. D'autre part, je voudrais dire que cet homme est extrêmement sournois, puisque, évidemment, il va utiliser la menace d'enlever le soutien, s'il devient Premier ministre pour la troisième fois, parce qu'il a déjà été 2 fois. Il va utiliser cette menace de ne plus soutenir l'Ukraine pour pouvoir obtenir quoi? Mais obtenir, bien sûr, plus de fonds de l'Union européenne, de Bruxelles. Alors que c'est un homme qui, dans sa campagne, évidemment, politique, avait dit que l'Union européenne est totalement inféodée, la marionnette des États-Unis, etc. Et d'autre part, Eric, vous disiez qu'il allait faire une coalition facilement. Ça ne va pas être facile, parce que l'homme qui dirige le parti politique dont il a besoin pour avoir une coalition et pour être Premier ministre est un de ses anciens amis, qui est devenu un ennemi, comme souvent, un ancien ami qui était dans son parti et qui, aujourd'hui, cet homme qui s'appelle Pellegrini, dirige un parti qui est pro-européen. Pro-européen, et qui, lui, est en faveur, et pro-ukrainien, est en faveur de maintenir ce soutien à l'Ukraine. Donc j'imagine que cet homme Pellegrini doit savourer cette victoire d'être le faiseur de roi aujourd'hui en Slovaquie. Donc ça ne va pas être simple. Mais en même temps, le fait qu'il ait été élu veut dire beaucoup de choses, bien sûr. Alors déjà, Peskov, le porte-parole du Kremlin, a réagi. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Tous les gens qui ont un peu de tendresse pour nous, vous les assommez en expliquant que ce sont des dangereux pro-russes. C'est vraiment pas fair-play. Voilà, écoutez Dimitri Peskov. Si j'ai bien compris, de nombreux politiques en Europe sont étiquetés comme étant pro-russes. En fait, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation où n'importe quel politicien de l'Union européenne est considéré comme pro-russe, s'il pense à la souveraineté de son pays, s'il défend les droits de l'homme et les intérêts de son pays. Dans ce cas, ils essayent immédiatement de le présenter comme un politique pro-russe. C'est absurde. Bien sûr, nous aimerions voir plus d'hommes politiques expérimentés, d'hommes politiques neutres et qui ont tendance à évaluer objectivement la situation. Nous verrons ce qui se passera ensuite. Pas du tout. Bon, bien évidemment, qu'a fait Orbán? Il a félicité, il a applaudi. Regardez, Premier ministre hongrois. Premier ministre hongrois a applaudi ce deuxième pro-russe qui pourrait arriver dans l'Union européenne. En fait, il a salué un patriote avec lequel il est toujours bon de travailler. Voilà, c'est ça, parce qu'il se sentira moins seul. Et l'autre qui est anciennement libéral, parce que Orbán est un ancien libéral. Mais ils ont l'air très proches, en tout cas. Oui, mais parce que c'est ce qu'expliquait Ils ont des intérêts communs. Mais alors après, c'est grandeur et défaut de la démocratie. Mais s'il gagne, effectivement, ce sera plus compliqué, parce que les décisions à 27, elles devront se prendre à l'unanimité, et qu'effectivement, ça sera de la négociation et du marchandage, comme ça l'est depuis le début avec la Hongrie. N'oublions pas, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Orbán est exactement sur la même ligne. Donc à chaque fois, ça nous coûte un peu plus cher en aide agricole ou en autre chose, parce qu'il en a besoin. Et puis après, il n'a jamais empêché, je vous ferai remarquer une demi-seconde, le fait, parce qu'il n'est pas fou non plus. Il ne veut pas non plus voir débouler les Russes qui vont le foutre en l'air. Donc simplement, ils vont faire monter les prix, et puis voilà. C'est là où c'est intéressant, parce que très souvent, dès qu'il y a des régimes comme ça à l'intérieur de l'Europe, il y a des cris d'orfraie, à juste titre. Mais heureusement qu'ils sont dans l'Europe. Mais oui. Parce que c'est le meilleur des garde-fous. Imaginez que ces pays soient hors de l'Europe.
Ça serait terrible. Voilà. Il dériverait de façon Des fois, on a des surprises. inconsidérée. Mélanie, par exemple, tout le monde disait machin, mais finalement, Exactement. ukrainienne, alors. Et ça, mais merci l'Europe. Mais je pense qu'il y a quand même une dynamique assez dangereuse qui se met en place parce que justement Orban, on peut dire que c'est un populiste, une personne qui regarde un peu, côté russe, un peu eurosceptique, il joue sur ces sentiments-là, anti-américanisme aussi très important, avec la Slovaquie qui est là. Avec certains autres sentiments, disons, peut-être chez certaines populations de Pologne. Il y a, si vous voulez, une petite noyau là des pays qui, d'ailleurs, ont leur propre, peut-être, requête vers l'Union européenne en disant, voilà, c'est l'Union européenne à deux vitesses, pourquoi vous nous méprisez, pourquoi vous écoutez pas ce que nous, on a à dire. Alors, si vous voulez, malheureusement aussi pour l'Ukraine, c'est important ce qui se passe, parce que ça joue dans le sens de Poutine. Poutine, il ne veut pas que l'Union européenne soit une union qui marche, qui fonctionne, qui est opérationnelle et qui est forte. Il veut effectivement, à travers ces élections et les élections européennes à venir, de vraiment amplifier ces fractures, ces frictions sur les trois thématiques, les thématiques très importantes, c'est-à-dire l'immigration, parce que d'ailleurs aux États-Unis, pourquoi on parle aussi de l'Ukraine, parce qu'ils veulent régler la question d'immigration, qui vont discuter justement avec les démocrates. Mais et aussi, l'autre question, effectivement, c'est dire que c'est à cause de l'Ukraine que vous avez l'inflation. C'est il faut être amis avec nous, les Russes, les grands humanistes qui respectent le droit international, qui se sont agressés par l'Ukraine et par le mauvais Occident. Et c'est quand vous êtes amis avec nous, dans ce cas-là, on peut vivre bien. Alors, c'est un peu ça le message subliminal qui est passé. Malheureusement, ça marche auprès de certaines populations. C'est quelque chose que, d'ailleurs, l'Ukraine, elle a reconnu les résultats des élections en Slovaquie. Elle dit, voilà, on respecte ce que le peuple slovaque a à dire. Après, c'est à notre diplomatie aussi d'essayer de travailler bien sur différents fronts pour essayer de fédérer les différents intérêts des uns des autres. Bon, les amis, il y a eu un sommet européen à Kiev aujourd'hui. En ce moment, il faut le dire quand même. avec tous les ministres des Affaires étrangères. Ouais. Ce qui est assez rare, parce qu'ils le fassent à la fois. Le sommet européen avec tous les ministres des Affaires étrangères. Ukrainien.